Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 heures de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. François Hollande ouvre sa boîte à outils en banlieue, annonçant un renforcement des dispositifs pour l'emploi. Au Mureau, dans les Yvelines, il ne cache pas l'ampleur de la tâche. Après la découverte de dépenses en liquide nombreuses lors de perquisitions à son domicile et son bureau d'avocat, Claude Guéant évoque des primes non déclarées perçues comme membre de cabinet ministériel. Est-ce possible? Eh bien, nous poserons la question à Éric Verhaeghe qui avait mené l'enquête sur l'argent des cabinets ministériels. 2016 ou 2022, durée de vie prolongée ou pas pour la plus vieille centrale française, Fessenheim, dont la fermeture avait été annoncée donc par François Hollande. L'autorité de sûreté nucléaire dit oui si EDF entreprend des travaux. Alors pour ou contre, le débat du 19h ce soir avec Fabienne Keller pour l'UMP et Jean Desessard pour Europe Écologie Les Verts. À l'approche du premier anniversaire de son élection et malgré des sondages en berne, François Hollande a voulu montrer aujourd'hui qu'il pouvait encore aller à la rencontre des Français. Déplacement donc au Mureau dans les Yvelines pour le chef de l'État sur le thème du chômage. Tam Tranui. Comment il s'appelle le chien? Chloé. Séance photo et signature d'autographe pour François Hollande. Bon les jeunes, c'est les vacances là en ce moment. Au bas d'un immeuble du quartier populaire de Brècheville au Mureau, le chef de l'État écoute les doléances des habitants. Moi j'ai 25 ans, je trouve aucun travail, j'ai 2 enfants. Et Pôle emploi, il n'y a rien. Oui, là justement, on va installer Pôle emploi. Économie emploi, il n'y a rien. Donc il faut regarder peut-être pour les emplois d'avenir, parce que là c'est fait partie de c'est public prioritaire. Les emplois d'avenir, mais aussi les contrats de génération. Lors de ce déplacement, François Hollande a répété son objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, défendant sa boîte à outils et faisant de l'emploi sa priorité. Le seul objectif, la seule mobilisation qui vaille, où que ce soit, c'est l'emploi. Hier avec des chefs d'entreprise, aujourd'hui avec des élus locaux, avec des ministres mobilisés pour la politique de la ville, l'emploi. Lors de ce déplacement, le président de la République a aussi mis en avant des mesures spécifiques aux quartiers sensibles, renforcement de la présence de Pôle emploi, exonération fiscale pour les entreprises embauchant un jeune des quartiers, ou encore clause d'insertion permettant aux entreprises vertueuses d'accéder plus facilement au marché public. Et au lendemain d'une visite de 300 patrons à l'Elysée, repartis rassurés par les annonces fiscales plus avantageuses pour les créateurs d'entreprises qui cèdent leur société, les députés PS ont déposé aujourd'hui la proposition de loi Florange. Le texte, traduction d'une promesse de François Hollande, veut obliger les sociétés à céder à un repreneur les sites rentables dont elles veulent se séparer. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, dénonce une aberration économique. Invité tout à l'heure de Preuve par 3 à 18h sur Public Sénat, le secrétaire national du Parti communiste français n'a pas craint de dire qu'il assumait la confrontation avec Angela Merkel comme avec François Hollande. Pierre Laurent a laissé tomber ce commentaire sur l'an 1 du chef de l'État. Je dirais que c'est l'année gâchée. Les Français avaient mis de l'espoir. Ils souhaitaient une rupture avec les politiques de Nicolas Sarkozy, avec les politiques qui ont été menées pendant 10 ans à droite. Et cette rupture, elle n'est pas au rendez-vous. Les gens ne reconnaissent pas dans la politique du gouvernement la politique de gauche qu'ils attendaient. François Hollande est en train de s'isoler dans la gauche. Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'isolement du chef de l'État pour vous ? Un changement de cap inévitable. Il va falloir qu'il tienne compte de ce qui va s'exprimer dans le pays, sauf à décider d'emmener toutes ses troupes à la catastrophe. Et le Front de gauche appelle à manifester le 5 mai, mais dès demain, de nombreux cortèges dans les rues de France à l'occasion du 1er mai, fête des travailleurs. La CGT et la CFDT défileront séparément en raison du fossé qui les sépare désormais, en raison de leur opposition sur la loi censée garantir l'emploi en échange de plus de flexibilité. Aurélien Romano. Cette image, on ne la verra plus, et pas seulement parce que les hommes ont changé. La CGT et la CFDT sont en froid. Thierry Lepan, successeur de Bernard Thibault à la tête de la CGT, a eu les mots très durs contre Laurent Berger, successeur de François Chirac à la CFDT. En cause, l'accord national interprofessionnel signé entre le MEDEF et plusieurs organisations syndicales, dont la CFDT, mais pas la CGT. Effectivement, la relation entre la CFDT et la CGT n'est pas au beau fixe. Nous avons, à travers l'accord national interprofessionnel du mois de janvier sur l'emploi, proposé des solutions qui vont changer la vie des salariés.
Ce syndicalisme-là, la CGT le conteste aujourd'hui, c'est son droit. Il nous paraissait difficile d'agir ensemble pour des objectifs complètement différents. Conséquence, pour la journée internationale du travail, la pilule ne passe pas, les syndicats français sont très dispersés. Les images de l'an dernier sont bien loin, il y aura demain un rassemblement CFDT, CFTC, UNSA, un autre de Force ouvrière qui manifeste tout le temps à part, et le cortège dit unitaire, CGT, FSU solidaire. À la CGT, on tente de temporiser cette brouille entre les deux organisations majoritaires et leurs deux dirigeants. Vous voyez bien que la situation et le contexte, y compris syndical, unitaire, va bien au-delà de ce qui pourrait apparaître et être commenté comme des affaires de personnes. C'est pas ça le fond. Nous avons un certain nombre de points de vue qui sont pas les mêmes, voire qui sont divergents. Le 1er mai est aussi le jour traditionnel de défilé du Front National, qui risque cette année d'avoir un rassemblement plus important que celui des syndicats. Comme l'an dernier, le parti de Marine Le Pen, porté par les affaires politiques et la crise économique, a réservé la place de l'Opéra. Ce ne sera pourtant pas un entre-deux-tours de la présidentielle. Le jugement de Roselyne Bachelot est sans appel au sujet de Claude Guéant. Soit c'est un menteur, soit c'est un voleur. L'ancienne ministre réagissait aux arguments mis en avant par l'ancien ministre de l'Intérieur pour expliquer les nombreuses dépenses en liquide constatées lors d'une double perquisition chez lui et dans ses bureaux d'avocats. Claude Guéant évoque donc des primes de cabinet non déclarées. Joachim Robe. Claude Guéant dans la tourmente après les révélations sur les découvertes à son domicile lors d'une perquisition dans l'enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Premier point qui intrigue les enquêteurs, 500 000 € versés sur le compte de Claude Guéant depuis une banque à l'étranger. Autre élément troublant, plusieurs factures réglées en liquide et pour des montants importants. L'ancien ministre s'est défendu sur BFM TV. Ce sont des primes que l'on reçoit comme ça, qui ne sont pas déclarées de toute éternité. Voilà, c'est tout. Vous trouvez ça normal ? Bon, on peut dire que c'est pas normal après coup, ça c'est vrai. Des primes de cabinet prélevées sur les fonds secrets du gouvernement et versées aux collaborateurs ministériels. La pratique a bien existé, mais Lionel Jospin y a mis fin en 2001, soit un an avant que Claude Guéant ne rejoigne le cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Marie-Noëlle Lienemann était alors membre du gouvernement Jospin. Ça a été modifié du jour au lendemain. Après, on avait des frais de représentation qui étaient bien définis, bien contrôlés et qui étaient tout à fait transparents. Le gouvernement Ayrault a cette année franchi une nouvelle étape dans cette transparence en rendant publics les salaires et les primes des conseillers des ministres. Claude Guéant devra donc expliquer aux enquêteurs ses mouvements sur son compte. Une information judiciaire est ouverte. Et sans rapport avec ses primes de cabinet, Claude Guéant a également mis en avant une vente de tableaux pour justifier une recette de 500 000 € sur ses comptes. Avec nous, Éric Verhaeghe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes l'ancien président de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, évidemment. Ça n'a rien à voir avec les emplois de cabinet ministériel. Non, il n'y a pas d'emploi de cabinet ministériel pourvu par l'APEC, en tout cas pas à ma connaissance à ce jour. Néanmoins, vous avez mené l'enquête, vous avez étudié ces primes de cabinet en vous plongeant notamment dans les documents de Bercy. Est-ce que la République paye en liquide ? Ah non, alors ça, ce n'est plus possible. Dans 99% des cas depuis 2001, comme ça a été dit dans votre reportage, puisque c'est vrai qu'à l'issue d'ailleurs d'un scandale politique, je ne sais plus lequel, ça devait être lié à Roland Dumas, je crois, à l'époque, Lionel Jospin avait décidé de moraliser la question de ce qu'on appelait les fonds secrets des cabinets, qui font aujourd'hui l'objet d'une inscription en loi de finances. On a parlé des jaunes budgétaires, c'est en effet inscrit en jaune budgétaire, qui est un sous-document de la loi de finances. Et donc depuis fin 2001, puisque le décret date du 9 décembre 2001, il n'y a plus de sommes versées en liquide, à l'exception d'un chouïa pour un certain nombre d'opérations spéciales. Qui relèvent peut-être du ministère de l'Intérieur ou à exercer qui sont essentiellement concentrés dans les services secrets et qui ont là aussi un sous-chouïa pour quelques ministres, le ministre de l'Intérieur notamment, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et la présidence de la République. Donc pour financer des informateurs, des indicateurs, des opérations spéciales, donc voilà. pas pour donner de l'argent aux employés du cabinet. A priori, c'est totalement illégal. Maintenant, personne, à ma connaissance, ne va vérifier l'utilisation des sommes qui sont faites. Il y a de mémoire 60 millions qui sont inscrits, mais essentiellement concentrés entre les mains des services secrets français. C'est un pouillème pour les ministres et pour les élus, donc des sommes qui relèvent de montants de type 40-50 000 €, et donc qui ne permettent pas d'atteindre les 500 000 € évoqués par Claude Guéant, en tout cas pas en une seule année. Alors lui dit que ça s'est pratiqué
de toute éternité. Alors, il y a eu ce coup d'arrêt en 2001, vous le confirmez, comme Roselyne Bachelot. Il y a eu une transparence en 2001, c'est-à-dire une inscription et une déclaration officielle sur les montants versés par personne. On peut d'ailleurs noter que le ministère de l'Intérieur est un gros consommateur de fonds secrets, devenu transparent certes, mais fonds secrets quand même. On fait chauffer la carte bleue au ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur a 1,5 million de primes cabinet, ce qu'on appelle les indemnités de suggestion particulière selon le décret, 1,5 million pour 12 conseillers de cabinet, ce qui fait à peu près 120 000 euros par conseiller de cabinet en moyenne, en plus du salaire normalement versé. Ce qui fait qu'un préfet, par exemple, qui rejoint le cabinet du ministre de l'Intérieur a un salaire d'environ 10 000 euros net par mois. Et grâce aux indemnités de cabinet, il peut doubler son salaire et arriver à 20 000 euros net par mois, ce qui commence à être un salaire relativement correct pour la fonction publique. Et même pour des employés de cabinet qui sont effectivement pris en permanence, quoi. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée, on travaille beaucoup, c'est vrai. Écoutez, moi, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a des cabinets qui sont partis en vacances ce soir et qui reviendront le 13 mai. Donc je crois qu'on fait beaucoup de blabla sur la suroccupation des membres de cabinet et je pense que c'est un très grand fantasme. Alors quand Claude Guéant dit que ces primes ont été versées en liquide de toute éternité, il semble là s'étonner effectivement que ces arguments ne portent pas, puisqu'il dit évidemment ce n'est peut-être pas très moral, mais il a pu peut-être lui encaisser ces sommes de longue date, puisque effectivement on a découvert qu'il avait été employé de cabinet ministériel depuis 1977, donc pendant cette longue période. Oui, mais je crois que ça pose pas forcément un problème financier, ça pose un vrai problème sur la politisation de la fonction publique en France. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fonctionnaires, et notamment de hauts fonctionnaires, font leur carrière publique de fonctionnaires dans les cabinets ministériels, ou font des allers-retours entre les cabinets et les services, le passage en cabinet permettant d'avoir une promotion pour le coup d'après. Ce système contribue très largement à une politisation très profonde de la haute fonction publique et c'est probablement l'une des sources du mal français aujourd'hui, c'est que nous avons une caste de hauts fonctionnaires qui ne donne plus l'exemple et qui considèrent que côtoyer le milieu politique fait partie de la carrière et est même devenu le principal élément pour progresser dans la carrière de fonctionnaires, ce qui est une anomalie. Alors vous vous attaquez aux élites, c'est un peu ce que vous faites dans votre dernier livre. Faut-il quitter la France, en fait? Vous vous intéressez effectivement à ces jeunes qui sont oui, je pense un peu désespérés, qui vont tous les Français qui ont des enfants autour de 18 ou 20 ans se posent la question de est-ce que je conseille à mon enfant de rester en France ou pas? Et je pense que beaucoup de Français aujourd'hui disent à leur enfant va tenter ta chance à l'étranger car il n'y a plus d'avenir en France. Mais je sors prochainement au mois de septembre un autre livre qui s'appellera Les 12 agonies françaises et qui essayera de faire une prospective sur ce que sera la France de l'après-crise qu'on voit émerger petit à petit. Merci beaucoup Éric Vérac en tous les cas pour ces explications donc, sur le mode de rétribution des employés, des agents de cabinet à Paris. Dans les ministères. Tout autre sujet, maintenant, Fessenheim, la polémique sur l'avenir de la plus vieille centrale française rebondit après le feu vert donné hier à la poursuite de son exploitation par l'autorité de sûreté nucléaire, au prix, il faut le dire, d'importants travaux de consolidation de la dalle qui est située sous le réacteur numéro 2, précisément. Donc 10 ans de plus, éventuellement, pour Fessenheim, dont la fermeture a pourtant été annoncée maintenant dans moins de 4 ans par François Hollande. Est-ce possible, avant notre débat, avec Fabienne Keller et Jean Desessard, les éléments techniques de ce dossier, avec Nathalie Guillouard. La centrale de Fessenheim aurait encore de belles années devant elle. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, autorise le second réacteur de la centrale de Fessenheim à fonctionner 10 ans de plus. Drôle de prescription, quand on sait que l'État veut fermer la centrale d'ici à fin 2016. Surtout que les coûts de remise à niveau sont loin d'être négligeables. Le réacteur 1, déjà en travaux, coûte à EDF entre 25 et 30 millions d'euros. L'électricien n'a pas encore dévoilé les chiffres pour le second réacteur, mais selon certaines sources, la facture totale de l'opération pourrait s'élever à 100 millions d'euros. Ce fort investissement d'EDF compromet-il alors la fermeture de Fessenheim? Car mi-avril déjà, Henri Proglio, le président d'EDF, déclarait lors d'une audition: Si on fait un investissement, c'est pour durer. On ne va pas arrêter les réacteurs sur lesquels on investit. Le gouvernement, lui, campe dans ses positions. La fermeture aura bien lieu fin 2016. Fessenheim, la doyenne des centrales, symbole fort du nucléaire, risque de mettre à mal la transition énergétique voulue par François Hollande.
Face à face maintenant, donc Fabienne Keller et Jean Desessarts. Bonsoir à tous les deux. Alors, 2016-2022, quand faut-il fermer Fessenheim? S'il faut la fermer un jour, Fabienne Keller? La décision de la fermer en 2016 est une sorte de demi-mesure. Soit le gouvernement, enfin François Hollande, estimait qu'elle était dangereuse et c'était tout de suite, comme l'ont fait les Allemands, dans des délais très courts, avec une stratégie forte derrière, qui n'est pas sans inconvénients. On pourra en parler d'énergie renouvelable et aussi de charbon et de pétrole pour compléter pour la pointe. Soit alors, effectivement, le considérer comme un outil industriel qui fonctionne encore. Et à ce moment-là, c'est l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Donc au moins jusqu'à 2022, parce qu'après on se demande si ça s'arrête un jour. Oui, disons que c'est un avis technique. Oui. Des rénovations, des améliorations qui sont portées et un outil industriel qui peut continuer à vivre. Mais cette inflexion énergétique, pour l'instant, on ne la voit pas clairement. Oui, d'accord, effectivement, puisque François Hollande a annoncé cette fermeture au nom de la transition énergétique. Alors, Jean Desessarts, est-ce que vous imaginez possible que la durée de vie de cette centrale aille au-delà de 2022 ? On faudrait fermer maintenant, non? Oui. Vous n'allez pas être surpris quand un écologiste va dire qu'il faut fermer maintenant. Donc pour vous acceptez le compromis de François Hollande 2016? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, la question qui se pose, d'après des spécialistes comme vous de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est que si on met le paquet, les travaux, on consolide la fameuse dalle qui se trouve sous le réacteur, eh bien on peut encore prolonger de 10 ans. Et la question, c'est pourquoi on fait ces travaux. Soit on arrête tout de suite parce qu'on considère que on veut fermer en 2016, donc 2015, 2014, on peut fermer maintenant. Donc pourquoi faire tous ces travaux et d'engager des millions de frais pour après dire on arrête? Donc soit on n'engage aucun travaux et puis dès qu'on considère qu'elle n'est plus fiable et qu'elle est dangereuse, eh bien on arrête dès maintenant. C'est EDF qui va décider, Fabienne Keller. C'est EDF qui va décider ou non d'investir la somme et ils sont désireux de le faire. Alors EDF ne peut pas poursuivre l'exploitation de la centrale si elle ne fait pas sur le deuxième réacteur les mêmes travaux que ceux qui sont en cours sur le premier. Donc EDF est tenu en fait d'investir. On est dans cette situation où finalement l'arrêt de Fessenheim, ce n'est pas une décision volontaire, c'est un choix purement politique. C'est la dernière année du mandat de M. Hollande. Il n'a pas osé le faire tout de suite, mais les Verts lui demandaient un geste. On fait Fessenheim. Si on ferme Fessenheim, la même logique conduirait à fermer au moins 2 autres centrales en France. Donc on voit là l'absence de stratégie énergétique. Il faut donner à la France une inflexion vers des énergies renouvelables. Dans le mix énergétique, je crois que le nucléaire a sa place. Elle doit être peut-être plus raisonnée, limitée que dans les années 60 où on imaginait le tout nucléaire. Mais ça a sa place. C'est une énergie décarbonée. On ne produit pas de gaz à effet de serre. Mais il faut aussi... On produit des déchets. Mais on produit des déchets qui posent d'énormes problèmes. Et ça, on commence à peine à le regarder vraiment. Et de l'autre côté, des énergies renouvelables qui nécessitent de gros investissements. Des inflexions ont été données par le grand emprunt sous l'ère de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on attend une volonté, des moyens financiers, une orientation industrielle pour créer les écologistes l'attendent des éoliennes de la part du gouvernement. Je reprendrai Mme Keller. Au début, elle a dit les Verts attendent. Bien sûr que les Verts attendent, mais pas simplement. Si vous prenez les directives 3 x 20, ça veut dire en 2020, il faut réduire de 20% la consommation. Il faut augmenter de 20% l'énergie renouvelable. Donc ce n'est pas simplement les Verts. Enfin, on le souhaite bien entendu, mais c'est le Parlement français qui l'a voté, c'est le Parlement européen, c'est la Commission européenne. Ça veut dire, alors comment on peut faire? On réduit de 20% la consommation. Ça veut dire on produit moins, puisqu'on va consommer moins. Ensuite, il faut augmenter la part de renouvelables. Et puis on voudrait augmenter la part du nucléaire. Tout ça, c'est pas possible. Donc si on est fidèle à ce que nous avons voté, réduire la consommation, augmenter l'efficacité énergétique et augmenter le renouvelable, il n'y a plus besoin d'autant de nucléaire. Donc il faut baisser la production nucléaire. Donc ça veut dire qu'il faudra fermer des centrales. Oui, et la première centrale à fermer, c'est Fessenheim. Mais pourquoi Fessenheim? Dans un plan construit sur des bases techniques, objectives, et qui décrit, en se projetant à 10 ans, à 20 ans, les besoins en énergie, tenant compte effectivement des économies et des renouvelables. Donc il faudra en fermer des centrales. Stratégie. Il ne faut pas seulement fermer des centrales, on ne va pas tous éteindre l'électricité, il faut aussi réfléchir aux énergies alternatives et construire des filières industrielles, comme l'ont fait les Allemands,
pour l'éolien et pour le solaire. Enfin, il faut renforcer... Les Allemands, je crois savoir qu'ils importent de l'énergie de l'étranger Alors, désormais. ils vont importer... On est bien placé pour le savoir en Alsace. Ils produisent beaucoup. Le développement du renouvelable en Allemagne, ça monte en flèche. Oui, c'est-à-dire à la fois le photovoltaïque, c'est-à-dire le solaire, et à la fois l'éolien. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se maintenir comme puissance économique et industrielle. Non, ne nous voilons pas la face. Ils font monter en puissance aussi d'anciens systèmes, certes améliorés. Le retour des centrales au charbon, absolument. Pour la pointe, il n'y a rien de tel. Gaz. Pour les pointes, et au en gaz. France aussi. Et donc, en France aussi, on utilise le thermique pour les pointes, puisque en France, on a un grand problème, c'est à la fois l'augmentation de la consommation et en plus un décalage de plus important entre les périodes creuses et les périodes de pointe. Donc c'est tout ça le sujet du débat. Et il faut mettre en face de cette augmentation de consommation que malheureusement on constate encore, les énergies qu'on va mettre en place. Et il y a la question des réseaux aussi. On ne produit pas avec des cellules photovoltaïques ou des éoliennes au même endroit que les sites de production actuels. Donc tout ça nécessite une planification et j'ai l'impression que la politique énergétique, la stratégie se réduit aujourd'hui à la fermeture de Fessenheim, gage donné à l'allié qu'est gage donné aux engagements européens et au vote au Parlement. Non, c'est une stratégie qu'il nous faut pour 2020. Réduire le nucléaire, c'est une obligation si on veut respecter l'augmentation du renouvelable et respecter l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les 3 fois 20. Fermer Fessenheim ne crée pas de stratégie pour les énergies renouvelables, n'encourage pas nos concitoyens à économiser de l'énergie. Exemple, le président de la République au sommet des 14 et 15 septembre, la conférence environnementale, annonce 500 000 logements mieux isolés. Comment les Français vont-ils financer cette isolation qui effectivement... avec l'objectif. Je suis évidemment d'accord. Je suis même favorable à une fiscalité. Cécile Duflot a annoncé des aides. Je suis même favorable à une fiscalité écologique qui serait réinvestie. Que fait le gouvernement? Il va nous créer une fiscalité écologique, mais pour combler le déficit de l'État et financer le crédit impôt compétitivité. Donc nous n'avons pas si vous voulez, de stratégie globale sur le renouvelable. Vous irez manifester samedi. Il y a des élus locaux qui manifestent samedi pour la défense de Fessenheim. Vous y serez, vous? Localement, non, je n'y serai pas. Localement, il y a le sujet de l'emploi, puisque la reconversion du site a été promise. Elle est évidemment illusoire, puisque quand on démantèle un site nucléaire... Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas présente ce jour-là en Alsace ou bien... Non, moi j'ai une vision très équilibrée sur le nucléaire. Je pense que c'est une énergie qui est utile dans le mix énergétique, mais je pense qu'il faut avoir un regard responsable, en particulier sur les déchets que vous évoquiez tout à l'heure. Fessenheim existe depuis 1978. Je disais, c'est la plus vieille centrale, on le dit tout le temps. Est-ce qu'il y a pour vous... Il y a des risques sismiques, des risques par rapport à la plus grande... Est-ce qu'il y a une durée de vie maximum pour les centrales, oui ou non? Je ne sais pas, c'est combien? 30 ans, 35 ans, 40? On peut le dire ou pas? Non, la sûreté nucléaire est un sujet complexe. Il y a une autorité qui suit ces éléments, qui fait des examens longs et approfondis. Et l'âge d'une centrale n'a pas grand sens, puisque des éléments sont régulièrement modifiés à l'occasion de chaque... Vous avez raison, à l'occasion de chaque contrôle décennal. Oui. C'est pour cela que, une nouvelle fois, la SN... C'est-à-dire, l'idée d'EDF, c'est qu'on peut prolonger la vie d'une centrale qui était basée sur une trentaine d'années, 40 ans, et ils disent on va essayer d'aller jusqu'à 60 ans. Il n'y a aucune centrale qui allait jusqu'à 60 ans dans le monde. Bon. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils peuvent changer l'ensemble des pièces autour de la cuve elle-même qui est radioactive et qu'on ne peut pas changer. Et s'il y a une fissure dans la cuve, donc non seulement il faut changer cette cuve-là, il faut l'arrêter, c'est-à-dire ce réacteur-là, mais l'ensemble des réacteurs qui sont construits à l'identique. Puisque s'il y a une faille au bout de 40 ans dans une cuve, eh bien, il y a des chances ou des risques plutôt, des risques, qu'il y ait la même chose dans le réacteur qui a été construit un an plus tard. Et comme tous les réacteurs sont construits de la même façon en France, si un jour on détecte une faille dans la cuve, dans un réacteur, ce n'est pas simplement un réacteur qui est touché, mais quasiment tous les réacteurs. Et comme tous les réacteurs ont été construits en 10 ou 15 ans, ça veut dire que c'est tout l'approvisionnement électrique de France qui peut être mis en cause avec une faille. Avec une faille, une fissure, voilà. Dis donc. Et donc là, c'est un risque très important avec une fissure, effectivement, dans la cuve. Alors, vous étiez au courant de ça?
Fabienne Keller? Je pense que c'est des arguments extrêmement dangereux. Sérieux, ou bien est-ce qu'il est alarmiste, notre ami Jean Desessard? Je pencherai pour la deuxième hypothèse. Si cela était réalité, alors M. Desessard, sénateur, alerterait en urgence le gouvernement sur la gravité de la situation et des mesures seraient prises. On n'est quand même pas dans une activité banale s'agissant du nucléaire. C'est vrai que c'est plutôt bien surveillé. Donc suivons bien les travaux, les recommandations et l'indépendance. Mon argument est partagé par des gens de l'UMP, puisqu'il y a des gens de l'UMP qui disent qu'il faut construire. Il faut construire des EPR. De l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, attendez, j'ai encore une question pour conclure cet entretien, si vous voulez bien, sur un tout autre sujet. Le Monde titre ce soir sur l'année terrible de François Hollande. Tout à l'heure, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, nous disait sur Public Sénat que c'est une année gâchée. Comment est-ce que d'un mot vous qualifiez l'an 1 de François Hollande? Madame Keller? Une année sans action, sans stratégie et sans avenir pour la France. Jean Desessard. On va dire qu'il y a eu de tenir compte d'une situation difficile qui nécessitait de prendre en compte la rigueur, mais il manque la vision de demain, c'est-à-dire la vision d'avenir avec l'industrie d'avenir. Et je suis désolé, mais l'industrie d'avenir, elle tient compte aujourd'hui de la transition énergétique et elle tient compte aujourd'hui des nouvelles filières dans le domaine de l'environnement. On s'interroge. Et donc, on voudrait quand même qu'il y ait de la part du ministère de l'Environnement et donc du Premier ministre, une vraie politique industrielle en fonction de l'environnement. On s'interroge sur la solidité de l'attelage gouvernemental entre les socialistes et les Verts, Jean Desessard. Est-ce que vous, par exemple, vous irez manifester le 5 mai à l'appel du Front de gauche? Je n'irai pas manifester le 5 mai, et je crois que l'ensemble de la gauche, malgré tout, ce serait quand même intéressant qu'on réfléchisse à la 6e République. Et malgré tout, cette question d'un changement démocratique, c'est-à-dire quelles sont maintenant les institutions de demain, quel est le nouveau rapport démocratique avec les citoyens, c'est une question qui est posée à tout le monde. Allez, et vous, Fabien Keller, vous n'irez pas manifester le 26 mai, ce sera la manifestation des opposants au mariage gay, car vous vous êtes distingué, vous, ici, à l'UMP, en votant pour. Et Jean-François Copé annonce dans Valeurs Actuelles cette semaine qu'il veut que cette manifestation déborde le thème initial et soit une espèce de mouvement contre le gouvernement. Que pensez-vous de cette initiative? Alors sur le premier point, j'ai fait mon choix en mon âme et conscience et j'ai expliqué les motivations de mon vote. Deuxième point. Sur la manifestation. Une manifestation globale contre le gouvernement. Il est vrai que déjà la seconde manifestation contre le mariage pour tous permettait de ressentir, à travers les témoignages, moi j'ai vu ça à la télé, les attentes des gens sur les questions de chômage, de situation personnelle. Il y a un vrai malaise dans la population. Je crois que la loi sur le mariage pour tous est désormais votée. Elle est certes devant le Conseil constitutionnel, mais aujourd'hui, il faut se concentrer sur les sujets qui concernent les Français. Et ça, c'est l'emploi, c'est les difficultés de fin de mois, avec la fiscalité qui ne cesse d'augmenter. Et puis c'est l'espoir. Cet espoir que malheureusement, le président n'a pas donné aux Français. C'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Ça va, ça vient. Et donc je vous retrouve, moi, à 22h45 pour Preuve par 3 avec notre invité, le communiste Pierre Laurent. Bonsoir à tous et bon 1er mai. Bonne fête à tous les travailleurs. La plupart des cigarettes fumées en France contiennent du tabac du Malawi. Une production qui fait travailler 80 000 enfants en toute illégalité. Ce nouvel épisode de la série Les Dessous de la mondialisation révèle les conséquences de cette culture sur les enfants, leurs parents et l'environnement. Le travail des enfants au Malawi, jeudi à 22h30 sur Public Sénat.